Bon retour et profitez de l'histoire. Quand les lumières de l'ambulance ont traversé les fenêtres de son appartement parisien, Fléonore a su que sa vie était sur le point de changer à jamais. Les sirènes hurlantes perçaient le silence de cette nuit d'hiver, tandis que Fléonore Beaumont restait figée devant la baie vitrée de son luxueux appartement du 16e arrondissement. Son téléphone glissa lentement entre ses doigts tremblants jusqu'au parquet en chêne massif. L'appel venait de l'hôpital de son village natal en Normandie. Son père, Paul Beaumont, avait subi un accident vasculaire cérébral. Cet homme, fort et vibrant qui lui avait appris à faire du vélo, qui l'avait aidé pour ses projets scientifiques et qui avait applaudi à chacun de ses récitals de piano, gisait maintenant impuissant dans un lit d'hôpital, incapable de parler ou de bouger le côté droit de son corps. Debout dans son salon décoré avec un goût impeccable mais étrangement impersonnel, Fléonore sentit une vague de culpabilité l'envahir. Combien de temps s'était-il écoulé depuis son dernier appel à son père? 2 semaines? 1 mois? Peut-être? À 38 ans, cette brillante directrice d'investissement s'était tellement laissée absorber par sa carrière qu'elle avait relégué sa famille au second plan. Son père l'avait élevée seule après que sa mère les avait abandonnés lorsqu'elle n'avait que 3 ans. Et comment l'avait-elle remercié? En s'éloignant, en s'enfermant dans une vie professionnelle qui lui servait d'excuse pour ne pas affronter les blessures de son passé. Le regard de Fléonore balaya l'espace minimaliste et sophistiqué qui l'entourait. Canapé en cuir italien, tableaux d'art contemporain, bibliothèque garnie d'ouvrages économiques. Pas une seule photo de famille, pas un seul souvenir personnel. Juste les preuves matérielles de sa réussite professionnelle et de son échec personnel. Sans prendre le temps de réfléchir, elle attrapa son ordinateur portable et réserva un billet de train pour la Normandie. 3 heures plus tard, à l'aube, elle montait dans le TGV, vêtue d'un tailleur impeccable, comme si elle se rendait à une réunion d'affaires et non au chevet de son père mourant. Son assistant personnel l'avait appelée 5 fois déjà, paniquée à l'idée qu'elle manque la réunion cruciale avec des investisseurs japonais prévus le lendemain. Elle avait fini par éteindre son téléphone, un geste qui lui était totalement étranger. Dans le train filant à travers les paysages brumeux de la campagne française, Fléonore contemplait son reflet dans la vitre. Ses traits élégants, mais tendus, ses cheveux châtains coupés en un carré strict, ses yeux noisettes soulignés par de légères cernes trahissant des années de surmenage. Qui était cette femme? Se reconnaissait-elle seulement? L'ambition l'avait façonnée, transformée, éloignée de ses racines. Née dans une modeste maison normande, elle s'était battue pour obtenir une éducation dans une grande école parisienne et avait gravi les échelons avec une détermination implacable. Son bureau avec vue sur la tour Eiffel symbolisait tout. Ce pourquoi elle avait travaillé, mais à quel prix? 3 traits distinctifs définissaient Fléonore. Son perfectionnisme inflexible qui la rendait à la fois respectée et redoutée dans les salles de conseil. Son incapacité à faire confiance aux autres après l'abandon de sa mère. Et sa peur profondément enracinée de la vulnérabilité qui maintenait ses relations amoureuses brèves et superficielles. Son conflit intérieur était centré sur sa conviction que le succès et la connexion émotionnelle étaient mutuellement exclusifs, que pour atteindre la grandeur, il fallait sacrifier les relations personnelles. Le train s'arrêta dans la petite gare de Saint-Martin-sur-Mer, un village côtier où le temps semblait s'être arrêté. Rien n'avait changé depuis son départ précipité pour Paris, 15 ans plus tôt. Les mêmes façades en pierre calcaire, la même place du marché avec son kiosque à musique, les mêmes regards curieux des habitants, se demandant qui était cette citadine élégante descendant du train avec sa valise de marque. Lorsque Fléonore arriva à l'hôpital local, elle prévoyait de prendre des dispositions pour un soignant professionnel et retourner à Paris dans quelques jours tout au plus. Cependant, les ressources sanitaires limitées de la petite ville signifiaient que des soins de qualité étaient pratiquement indisponibles. Le petit hôpital communautaire prévoyait de donner son congé à son père dans seulement 72 heures, s'attendant à ce que la famille prenne ses responsabilités. Mademoiselle Beaumont l'accueillit le docteur Martin, un homme dans la quarantaine, au regard bienveillant. « Votre père est stable, mais son rétablissement sera long et incertain. Nous ne pouvons pas le garder plus de 3 jours. Nos lits sont limités. Avez-vous prévu une solution pour sa convalescence ?» Fléonore resta interdite. Dans son esprit pragmatique, la solution aurait dû être simple. Trouver une maison de repos haut de gamme,
embaucher du personnel qualifié, régler les factures et retourner à sa vie parisienne. Mais ici, dans ce petit village côtier, ces options n'existaient tout simplement pas. « N'y a-t-il pas d'établissement spécialisé dans la région ?» demanda-t-elle avec une pointe d'irritation. « Le plus proche est à 50 kilomètres, et il affiche complet avec une liste d'attente de 6 mois, répondit le médecin avec un sourire compatissant. La plupart des familles s'organisent pour prendre soin de leurs aînés à domicile. C'est notre façon de faire ici. Notre façon de faire ici. Ces mots résonnèrent comme un reproche aux oreilles de Fléonore. Elle n'était plus d'ici. Elle avait choisi de partir, de tourner le dos à cette communauté, à ses valeurs, à sa façon de faire. Malgré les appels frénétiques de son assistante concernant une fusion imminente valant des millions, Fléonore prit une décision spontanée de prendre un congé de 2 semaines. Elle emménagea temporairement dans sa maison d'enfance, un lieu qu'elle avait évité pendant près d'une décennie, rempli de souvenirs à la fois réconfortants et douloureux. La vieille maison en pierre, avec son toit d'ardoise et ses volets, bleus écaillés, semblait l'accueillir avec un mélange de reproches et de soulagement. Poussiéreux, le salon était resté figé dans le temps. Le même canapé défraîchi, la même table basse où elle avait fait ses devoirs, le même piano droit sur lequel elle avait joué pendant des années. Sur la cheminée, une collection de photos qu'elle avait presque oubliées, elle à différents âges, toujours aux côtés de son père souriant. Fléonore déposa sa valise et s'approcha lentement d'une photo en particulier. Elle devait avoir 6 ans, juchée sur les épaules de son père lors de la fête du village. Ses yeux pétillaient de joie, ses cheveux alors en désordre flottaient au vent, si différent de son carré impeccable actuel. Et son père, il avait l'air si jeune, si fort, si plein de vie. Comment avait-elle pu s'éloigner ainsi de l'homme qui lui avait tout donné? Si tu aimes l'histoire, tape 5 dans les commentaires et abonne-toi pour plus de vidéos comme celle-ci. Sinon, tape 0, cela m'aide à créer un contenu encore meilleur pour toi. On continue. Les jours qui suivirent furent un véritable choc culturel pour Fléonore. Dans cette petite communauté normande où la récolte des pommes pour le cidre était célébrée par un festival et où les voisins apportaient encore des plats cuisinés pendant les moments difficiles, elle redécouvrit la chaleur de la communauté qu'elle avait rejetée. La propriétaire de la boulangerie locale se souvenait de sa viennoiserie préférée d'il y a 20 ans, et d'anciens camarades de lycée se mobilisèrent pour l'aider à rénover la maison afin d'accueillir le fauteuil roulant de son père. Marine Dupont, l'ancienne boulangère qui avait pris sa retraite mais continuait à faire des livraisons spéciales pour les occasions importantes, frappa à la porte avec un panier de croissants aux amandes encore chauds. « Je me suis dit que tu aurais besoin de réconfort, ma petite Fléau, » dit-elle en utilisant le surnom que Fléonore n'avait plus entendu depuis des années. « Tu te souviens comment tu venais tous les dimanches avec ton père? Il prenait toujours un pain au raisin, et toi, ton croissant aux amandes. » Fléonore sentit sa gorge se nouer. Comment avait-elle pu oublier ces moments, ces petits rituels qui avaient structuré son enfance, ces gestes d'affection simples mais profonds? « Merci, Madame Dupont, » murmura-t-elle. « Je ne pensais pas que quelqu'un se souviendrait. Ma chérie, dans un village comme le nôtre, personne n'oublie vraiment. On se demandait juste quand tu reviendrais. » Cette phrase résonna en Fléonore bien après le départ de la vieille dame. On se demandait juste quand tu reviendrais. Comme si son retour avait toujours été une évidence, une question de temps. Comme si, malgré toutes ces années d'absence, sa place était restée vacante, attendant qu'elle la réclame à nouveau. Lorsque son père fut finalement ramené à la maison, la réalité de la situation frappa Fléonore de plein fouet. Paul Beaumont, autrefois si robuste, était maintenant un homme fragile de 68 ans, à moitié paralysé, incapable de communiquer clairement. Le médecin lui avait expliqué que la rééducation serait longue et que les chances de récupération complète étaient minces. Il aura besoin de séances de kinésithérapie quotidienne, d'orthophonie et d'une attention constante, avait précisé le docteur Martin. Les 6 premiers mois sont cruciaux. 6 mois. Cette perspective fit vaciller Fléonore. Comment pourrait-elle gérer 6 mois, loin de Paris, loin de son travail? Sa première impulsion fut d'appeler des agences de soins à domicile, mais aucune ne servait une région aussi reculée. Ce soir-là, alors qu'elle aidait maladroitement son père à se préparer pour la nuit, son téléphone sonna. C'était Laurent Mercier, son patron furieux. « Fléonore, c'est inacceptable.
Les Japonais sont partis sans signer. Nous avons besoin de toi ici. Je comprends que ton père soit malade, mais nous parlons de millions d'euros en jeu. » Elle regarda son père, qui tentait laborieusement de boutonner son pyjama avec sa seule main valide. Ses yeux croisèrent les siens, empreints d'une dignité silencieuse, malgré son impuissance. « Je suis désolé, Laurent, » répondit-elle, d'une voix étrangement calme. « Je vais devoir prolonger mon absence. Mon père a besoin de moi. » « Prolonger? Pour combien de temps? » « Je ne sais pas encore. Peut-être 6 mois. » Le silence qui suivit était chargé d'incrédulité. Puis la voix de Laurent reprit, tranchante comme un rasoir. « 6 mois? C'est de la folie. Écoute, je suis navré pour ton père, vraiment, mais nous ne pouvons pas te garder ton poste aussi longtemps. Il y a une douzaine de jeunes loups qui attendent de prendre ta place. »« Je comprends, » dit-elle simplement. « Tu comprends? C'est tout? Fléonore, tu as travaillé 15 ans pour arriver où tu es. Tu vas tout jeter par la fenêtre pour... Et pourquoi exactement? » La réponse vint spontanément, surprenant Fléonore elle-même, pour la seule personne qui m'a toujours soutenu, sans rien attendre en retour. Après avoir raccroché, elle resta immobile sous le choc de sa propre décision. Venait-elle réellement de risquer toute sa carrière, elle qui avait toujours planifié chaque aspect de sa vie professionnelle, avec une précision militaire, venait de prendre la décision la plus impulsive de son existence adulte. Au cours des jours suivants, Fléonore dut faire face à de nombreux obstacles. Son entreprise menaça de la remplacer si elle ne revenait pas immédiatement. L'assurance de son père refusa de couvrir la thérapie essentielle dont il avait besoin, et la plomberie ancienne de la maison familiale tomba catastrophiquement en panne pendant l'hiver le plus rude depuis des décennies. « Je ne comprends pas pourquoi tu t'obstines, » lui dit Jérôme, un ami d'enfance devenu plombier, venu réparer les dégâts causés par un tuyau éclaté. « Tu pourrais placer ton père dans un établissement privé à Paris, près de chez toi. Tu en as les moyens, non ?» Fléonore soupira, les mains plongées dans l'eau froide, essayant d'éponger les dégâts. Ce n'est pas si simple. Il ne veut pas quitter sa maison. Et à Paris, il serait un patient parmi tant d'autres. Ici, tous le connaissent. Tous s'inquiètent. Pour lui. Jérôme la regarda avec curiosité. « Tu as changé, Fléau. La Fléonore que je connaissais aurait trouvé une solution pragmatique et efficace. Peut-être que j'ai changé, » répondit-elle doucement. « Ou peut-être que je redeviens celle que j'étais censée être. » Cette conversation fit écho à une autre, tenue la veille avec le docteur Martin, venu faire une visite à domicile. Après avoir examiné son père, il avait pris Fléonore à part. « Je dois vous avouer quelque chose, » avait-il dit. « Votre père et moi nous connaissons bien. Je suis venu à Saint-Martin après votre départ pour Paris. » Fléonore avait froncé les sourcils, ne comprenant pas où il voulait en venir. « Ce que j'essaie de vous dire, c'est que je connais votre histoire. Votre père parle souvent de vous. Il est incroyablement fier de ce que vous avez accompli. » « Il vous a parlé de moi ?» La surprise était évidente dans sa voix. « Bien sûr. Il suit votre carrière de près. Il a même gardé tous les articles de presse qui vous mentionnent. » Cette révélation bouleversa Fléonore. Son père, qu'elle avait négligé pendant des années, avait continué à la soutenir de loin, à être fier d'elle, à chérir ses succès comme s'ils étaient les siens. « Je ne savais pas, » murmura-t-elle. « Il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas, » répondit doucement le médecin. « Peut-être est-il temps de les découvrir. » Ces paroles prirent tout leur sens lorsque, en rangeant le grenier pour faire de la place pour des équipements médicaux, Fléonore découvrit une boîte contenant des dizaines de lettres. Des lettres que son père avait écrites à sa mère au fil des ans, mais qu'il n'avait jamais envoyées. En les lisant, les larmes aux yeux, elle découvrit une histoire différente de celle de l'abandon qu'elle avait cru toute sa vie. « Ma chère Élise », écrivait son père dans l'une des lettres datant de 1990, « Fléonore a demandé pourquoi tu étais partie aujourd'hui. Comment puis-je lui expliquer que ce n'était pas par manque d'amour pour elle, mais parce que la dépression t'avait emporté dans un abîme dont tu ne pouvais t'échapper. Comment lui faire comprendre que ta décision de partir était un acte désespéré d'amour, car tu craignais de lui faire du mal dans ton état. Un jour, quand elle sera plus grande, je lui dirai toute la vérité. Pour l'instant, je préfère qu'elle me déteste, moi, plutôt que de perdre l'image de sa mère. » Fléonore s'effondra, les lettres éparpillées autour d'elle. Toute sa vie, elle avait cru que sa mère les avait abandonnées par égoïsme, par manque d'amour. Toute sa vie, elle avait construit ses défenses émotionnelles sur cette blessure fondamentale,
Et maintenant, elle découvrait que la vérité était bien plus nuancée, bien plus déchirante. Pourquoi son père ne lui avait-il jamais dit? Pour la protéger, bien sûr. Toujours pour la protéger, même au prix de son propre bonheur, même au risque d'être perçu comme celui qui avait éloigné sa mère. Paul Beaumont avait choisi de porter seul ce fardeau pour épargner sa fille. Le choc de cette révélation résonnait encore dans l'esprit de Fléonore, quand un autre coup du sort vint bouleverser son quotidien. Alors qu'elle examinait les factures médicales en attente, elle trouva une enveloppe contenant des relevés bancaires. En les parcourant, son cœur se serra. Son père avait vendu sa précieuse voiture de collection, une Citroën DS des années 60 qu'il chérissait, ainsi que contracté une seconde hypothèque sur la maison. Tout cela pour payer ses études. À HEC Paris, l'une des écoles de commerce les plus prestigieuses et coûteuses de France. Ses sacrifices, elle n'en avait jamais eu connaissance. Elle avait toujours pensé que son éducation avait été financée par une bourse d'études et quelques économies familiales. Jamais elle n'aurait imaginé que son père s'était à ce point dépouillé pour lui offrir un avenir meilleur. Cette découverte intensifia sa culpabilité à propos de ses années de négligence. Quand décide-t-on de changer de vie? Est-ce un processus lent et progressif, ou y a-t-il un moment précis, un éclair de lucidité qui transforme tout? Pour Fléonore, ce moment arriva par un matin brumeux d'avril, alors qu'elle aidait son père à faire ses exercices de rééducation. Ils étaient dans le jardin, profitant des premiers rayons de soleil printanier. Paul, concentré, tentait de saisir une balle avec sa main droite, un exercice simple devenu extraordinairement difficile depuis son AVC. Après plusieurs tentatives, infructueuses, il parvint enfin à serrer la balle pendant quelques secondes. Son visage s'illumina d'une joie pure, presque enfantine. « Tu vois, papa, tu progresses !» s'exclama Fléonore avec enthousiasme. Paul tourna vers elle un regard empreint de tant d'amour qu'elle en eut le souffle coupé. Il articula péniblement, avec son élocution désormais laborieuse, « Lougrace, à toi !» Dans ce moment simple, dans ce jardin qu'il avait entretenu toute sa vie, Fléonore comprit quelque chose d'essentiel. Le succès ne se mesurait pas aux chiffres d'un compte, en banque, ou au prestige d'un titre professionnel. Il s'incarnait dans ces petites victoires quotidiennes, dans la capacité à apporter de la joie à ceux qu'on aime, dans le courage de recommencer chaque jour malgré les difficultés. Une simple balle saisie après des semaines d'efforts valait plus que toutes les transactions financières qu'elle avait orchestrées. Le sourire de son père était plus précieux que n'importe quelle promotion. Comment avait-elle pu l'oublier? Comment avait-elle pu se laisser piéger par l'illusion du succès matériel? « Tu t'es égaré », semblait lui dire le regard de son père. Mais ce n'est pas grave, tu as retrouvé ton chemin. Cette révélation aurait pu rester un simple moment d'émotion fugace. Mais Fléonore, habituée à transformer les idées en actions concrètes, décida d'en faire le point de départ d'une transformation profonde. La maison d'abord. Elle l'avait considérée comme un fardeau, un lieu temporaire qu'elle devait adapter par nécessité. Maintenant, elle la voyait comme un héritage à préserver, un foyer à réinventer. Avec l'aide des artisans locaux, elle entreprit des rénovations respectueuses de l'âme du lieu. Les vieux parquets furent restaurés plutôt que remplacés, les pierres apparentes, nettoyées et mises en valeur, le jardin défriché et replant. Ce changement d'attitude ne passa pas inaperçu dans le village. Progressivement, Fléonore redevint la fille à Paul et non plus la parisienne. On l'invitait aux événements locaux, on lui proposait des produits frais de la ferme voisine, on l'intégrait naturellement dans cette communauté qu'elle avait fuie, mais qui, avec une générosité surprenante, lui ouvrait à nouveau les bras. Parallèlement à cette renaissance personnelle, un autre fil narratif se tissait. Le docteur Martin, Gérard de son prénom, devenait une présence de plus en plus constante dans la vie de Fléonore. Venu d'abord pour des visites médicales, il restait maintenant pour des conversations qui s'étiraient tard dans la soirée, partageant un verre de cidre ou une tisane selon l'humeur. Fléonore découvrit que ce médecin de campagne avait étudié à Paris avant de choisir délibérément une vie plus simple, plus directement utile aux autres. Loin d'être un choix par défaut, sa présence à Saint-Martin relevait d'une décision mûrement réfléchie. « J'aurais pu avoir un cabinet sur les Champs-Élysées », expliqua-t-il un soir. « Mais quelle utilité? Soigner des angines et prescrire des régimes à des personnes qui ont déjà accès aux meilleurs soins. Ici, je suis le seul médecin à des kilomètres à la ronde. Je connais mes patients, leurs familles, leurs histoires.
Je les accompagne de la naissance jusqu'à la fin. » Sa voix s'était adoucie sur ces derniers mots, et Fléonore comprit qu'il faisait allusion à son père. Une vague de gratitude l'envahit pour cet homme qui prenait soin de Paul avec tant de dévouement. « Et tu ne regrettes pas, Paris, la carrière que tu aurais pu avoir ?» Gérard sourit, son regard se perdant dans le jardin visible par la fenêtre. « Regretter quoi? De voir le soleil se lever sur la mer chaque matin, d'être salué par prénom dans chaque rue, d'avoir le sentiment, chaque jour, d'avoir fait une différence concrète dans la vie de quelqu'un ?» Ces paroles résonnèrent profondément en Fléonore. N'était-ce pas exactement ce qui manquait à sa propre vie, malgré tous ses succès apparents? Ce sentiment d'appartenance, d'utilité directe, de connexion humaine authentique. À Paris, elle avait brassé des millions, mais pour quel impact tangible? Ici, en aidant simplement son père à tenir une balle, elle voyait immédiatement le résultat de ses efforts dans son sourire retrouvé. Alors qu'elle s'apprêtait à aborder cette réflexion avec Gérard, son téléphone sonna, affichant le nom de son adjoint à Paris. Pour la première fois depuis des semaines, elle hésita à répondre. Cette hésitation en disait long sur son évolution intérieure. La Fléonore d'avant aurait sauté sur son téléphone, peu importe l'heure ou le contexte. La femme qu'elle devenait pesait différemment ses priorités. Elle laissa l'appel basculer vers la messagerie, préférant rester pleinement présente dans cette conversation qui nourrissait son âme d'une façon que les réunions d'affaires n'avaient jamais fait. Plus tard dans la nuit, alors que Gérard était parti et que la maison était silencieuse, elle écouta enfin le message. Son cœur se serra en entendant la voix paniquée de Thomas, son adjoint. « Fléonore, c'est la catastrophe. Le projet japonais s'est effondré. Les actions ont chuté de 30% en une journée. Laurent t'accuse publiquement d'avoir abandonné le navire au pire moment. Il y a une réunion de crise demain. Il parle de te licencier pour faute grave. Rappelle-moi, je t'en supplie. » Debout dans la cuisine de son enfance, Fléonore sentit un étrange mélange d'émotions. La panique, bien sûr, face à cette menace professionnelle, la colère d'être ainsi blâmée injustement, mais aussi, de façon surprenante, un certain détachement. Comme si une partie d'elle observait cette situation de loin, se demandant pourquoi elle avait accordé tant d'importance à ce monde impitoyable. Elle avait passé des années à construire cette carrière, sacrifiant tout le reste sur l'autel de la réussite. Et voilà que, en quelques semaines d'absence, tout s'écroulait. Était-ce vraiment si fragile, si éphémère? Valaient-ce vraiment tous ces sacrifices? Le lendemain, Fléonore fit quelque chose qui aurait été impensable, quelques mois plus. Tôt, elle ignora la réunion de crise. Au lieu de se précipiter à Paris ou même de participer par visioconférence, elle emmena son père à sa séance de kinésithérapie, puis l'installa dans le jardin pour profiter du soleil printanier. C'est là, assis sous le vieux pommier en fleurs, que Paul fit un geste qui la bouleversa. De sa main valide, il désigna le cabanon au fond du jardin. Puis, avec un effort visible, il articula « Va, voir ». Intriguée, Fléonore obéit. Le cabanon qu'elle n'avait pas ouvert depuis son retour était fermé à clé. Son père lui indiqua par geste où trouver la clé, dans un pot de fleurs près de la porte. À l'intérieur, la surprise l'attendait. Ce qui avait été jadis un simple abri à outils avait été transformé en un petit atelier musical. Un piano électrique moderne trônait contre un mur, entouré de partitions soigneusement rangées. Sur une étagère, des dossiers étiquetés avec des noms d'enfants. Et sur un tableau d'affichage, des photos de jeunes élèves souriants, certains posant fièrement à côté de son père après ce qui semblait être des récitals. Fléonore comprit alors ce que son père avait fait pendant toutes ces années. Avec sa modeste pension de professeur de musique retraité, il avait continué à enseigner gratuitement le piano à des enfants défavorisés du village. Cette découverte remit en question sa perception de ce qui constituait une contribution significative à la société. Tandis qu'elle restait figée dans cet espace chargé d'amour et de générosité, son téléphone vibra dans sa poche. Un email. De Laurent, son patron. « Ton absence à la réunion confirme ton désintérêt total. Considère-toi comme licencié. Les papiers suivront. » Étrangement, cette nouvelle, qui aurait dû la dévaster, provoqua en elle un rire libérateur. Debout dans ce cabanon transformé par l'altruisme de son père, la perte de son travail semblait presque insignifiante. Elle avait passé sa vie à courir après une forme de réussite,
alors que l'exemple d'une vie véritablement accomplie se trouvait juste là, sous ses yeux. Quand elle revint vers son père, il la regarda avec une question dans les yeux. Elle s'assit à côté de lui, prit sa main et dit simplement « Merci de me montrer ce qui compte vraiment, papa ». Pour la première fois, elle sentit qu'elle comprenait vraiment cet homme qui l'avait élevée. Pas seulement comme un père dévoué, mais comme un être humain complexe, avec ses propres rêves, ses propres blessures, ses propres sacrifices. Une bouffée d'amour l'envahit, si puissante qu'elle en eut les larmes aux yeux. « J'aimerais continuer », murmura-t-elle. « Enseigner le piano aux enfants, comme toi. Leur offrir ce que tu m'as offert. » Son père serra faiblement sa main, un sourire transformant son visage marqué par la maladie. Dans ce simple geste résidait une transmission, une continuité, une promesse. Ce soir-là, ils furent interrompus par des coups à la porte. Fléonore alla ouvrir et se trouva face à une jolie femme d'une quarantaine d'années, aux traits vaguement familiers. « Bonjour, je m'appelle Sophie Leroy, je suis l'assistante sociale du secteur, » dit la femme, visiblement mal à l'aise. « Je viens voir comment se porte Monsieur Beaumont. » Fléonore la fit entrer, intriguée par son comportement étrange. Une fois dans le salon, face à Paul, Sophie sembla perdre tous ses moyens. Elle balbutia quelques questions professionnelles avant de s'interrompre, au bord des larmes. « Je suis désolée, » dit-elle enfin. « Je ne peux pas continuer cette mascarade. Je ne suis pas assistante sociale, je suis... » Paul la regardait fixement, une lueur de reconnaissance dans les yeux. Il articula péniblement. « Et Élise. » Fléonore se figea. « Élise, le prénom de sa mère. »« Non, » corrigea doucement la femme. « Je suis Sophie, la sœur cadette d'Élise, ta tante, Fléonore. » Un silence stupéfait envahit la pièce. Fléonore n'avait jamais su qu'elle avait une tante. Jamais son père n'avait mentionné l'existence d'une sœur de sa mère. « J'ai appris pour l'AVC de Paul dans le journal local, » expliqua Sophie. « Je vis à 50 kilomètres d'ici, à Deauville. J'ai toujours gardé un œil sur vous, de loin. »« De loin ? Pourquoi de loin ?» La voix de Fléonore tremblait entre colère et confusion. Sophie s'assit, le poids de décennies de silence pesant visiblement sur ses épaules. « Après le départ d'Élise, ton père a coupé tous les ponts avec notre famille. Il nous tenait pour responsables de sa dépression, de son départ. Peut-être avait-il raison. Nous n'avons pas su voir les signes, l'aider comme elle en avait besoin. » Fléonore jeta un regard à son père, qui avait fermé les yeux, comme pour se protéger de ses souvenirs douloureux. « Ma sœur souffrait de ce qu'on appellerait aujourd'hui une dépression postpartum sévère, » continua Sophie. « À l'époque, c'était mal compris, mal diagnostiqué. On lui disait de se ressaisir, de penser à son enfant. Ces pressions n'ont fait qu'aggraver son état. Quand elle est partie, ce n'était pas pour vous abandonner, mais parce qu'elle avait peur de vous faire du mal dans son désespoir. » Cette explication faisait écho aux lettres que Fléonore avait découvertes. Son père avait donc dit la vérité dans ces missives jamais envoyées. « Et où est-elle maintenant » demanda Fléonore, la gorge serrée. Le visage de Sophie s'assombrit. Elle a mis fin à ses jours 3 ans après son départ, dans la clinique psychiatrique où elle était soignée en Suisse. Cette révélation frappa Fléonore comme un coup physique. Sa mère était morte, depuis toutes ces années, et elle ne l'avait jamais su. « Pourquoi ne m'avoir rien dit ?» demanda-t-elle à son père, les larmes ruisselant sur son visage. Paul, avec un effort immense, parvint à articuler « Pour te protéger, pas ta faute. » Sophie prit la parole, sa voix douce mais ferme. « Ton père a fait ce qu'il pensait être juste. Il voulait t'épargner la culpabilité, la confusion, te donner une enfance aussi normale que possible. Il nous a demandé de rester à l'écart, et nous avons respecté sa décision, même si c'était déchirant. » Fléonore sentit le sol se dérober sous ses pieds. Toute sa vie, elle avait construit son identité autour de l'abandon maternel, de la colère et de la méfiance qui en découlaient. Et maintenant, elle découvrait que cette histoire, ce fondement même de son être, reposait sur un mensonge bienveillant. Son père avait assumé seul le poids de cette tragédie, préférant passer pour celui qui avait éloigné sa mère, plutôt que de lui infliger la douleur de la vérité. « J'ai apporté quelque chose », dit Sophie en sortant une enveloppe de son sac. « Des photos d'Élise, des lettres qu'elle t'a écrites depuis la clinique mais qu'elle n'a jamais osé envoyer. J'ai pensé que peut-être maintenant tu étais prête à les recevoir. » Fléonore prit l'enveloppe d'une main tremblante.
Le passé, si longtemps enfoui, ressurgissait avec une force dévastatrice. Mais étrangement, au milieu de cette tempête émotionnelle, elle ressentit également un début d'apaisement. Comme si les pièces d'un puzzle incomplet trouvaient enfin leur place, révélant une image douloureuse mais complète. « Merci d'être venu », dit-elle finalement à Sophie. « Resteriez-vous dîner ?» Cette invitation spontanée marqua le début d'une relation nouvelle, une tentative de reconstruire des liens familiaux brisés depuis trop longtemps. Cette nuit-là, autour de la table familiale, 3 personnes partageaient plus que de la nourriture, des souvenirs, des regrets, mais aussi un fragile espoir de guérison collective. Les semaines suivantes apportèrent d'autres révélations. En adaptant le cabanon de jardin en espace de rééducation pour son père, utilisant ses connaissances glanées lors de recherches en ligne, Fléonore fit une autre découverte qui ébranla sa conception du monde. Entre 2 planches du plancher, elle trouva une petite boîte métallique contenant des documents médicaux datant de plusieurs années. Son père n'avait pas été frappé par un AVC soudain et imprévisible. Il souffrait d'une maladie neurologique, diagnostiquée 5 ans plus tôt, qu'il avait soigneusement cachée pour ne pas perturber sa carrière, comme l'indiquait une note manuscrite glissée entre les rapports médicaux. La vérité éclata comme une bombe. Son père avait sciemment minimisé ses symptômes, refusé des traitements qui l'auraient obligé à solliciter l'aide de sa fille, tout cela pour lui éviter des soucis. L'AVC n'était pas le début, mais une progression d'une maladie à long terme qu'il combattait silencieusement. Cette révélation déclencha chez Fléonore une vague de colère puis de culpabilité écrasante, et enfin une détermination renouvelée. Elle ne pouvait pas changer le passé, mais elle pouvait transformer l'avenir. Avec une énergie qu'elle n'avait jusqu'alors consacrée qu'à sa carrière, elle se plongea dans l'étude de la maladie de son père, consultant des spécialistes à distance, modifiant son régime alimentaire, adaptant la maison pour maximiser son autonomie. Le cabanon, d'abord simple espace de physiothérapie improvisé, devint bientôt un véritable centre de rééducation. Gérard, impressionné par son initiative, lui fournit des équipements médicaux réformés de l'hôpital. Des voisins apportèrent leur aide. Un menuisier construisit une rampe d'accès, un électricien installa un système d'appel d'urgence. Un jour, alors qu'elle terminait l'installation d'une barre parallèle pour les exercices de marche, son téléphone sonna. C'était Thomas, son ancien adjoint à Paris. « Fléonore, tu ne devineras jamais, Laurent a été viré. Le conseil d'administration l'a tenu responsable de l'échec du projet japonais. Et devine quoi? Ils veulent que tu reviennes, pas seulement à ton ancien poste, mais comme directrice de la division entière. » Assise sur le sol du cabanon transformé, entourée d'outils et de matériel médical, Fléonore éclata d'un rire incrédule. « Ils me virent quand je traverse une crise familiale, puis veulent me réembaucher quand ça les arrange. C'est la finance, Fléau. Rien de personnel, juste le business, mais c'est une opportunité en or. Le salaire serait doublé, avec des stock options et un bonus de bienvenue conséquent. » Fléonore regarda par la fenêtre. Son père faisait une sieste dans le jardin, son visage paisible tourné vers le soleil. Gérard, venu pour sa visite quotidienne, lisait tranquillement à ses côtés. Cette image simple contenait plus de bonheur authentique que toutes les promotions du monde. « Et si je proposais autre chose ?» dit-elle soudain. « Un arrangement à distance, avec des déplacements ponctuels à Paris. Je pourrais gérer les stratégies d'investissement durable, ce projet dont personne ne voulait parce qu'il semblait moins rentable à court terme. » Le silence à l'autre. Bout de la ligne trahissait la surprise de Thomas. « Tu veux négocier? Dans ta position? » « Exactement. Parce que j'ai compris quelque chose. Ils ont besoin de moi plus que je n'ai besoin d'eux. J'ai d'autres priorités maintenant, d'autres valeurs. S'ils veulent mon expertise, ce sera à mes conditions. » Cette conversation marqua le début d'une transformation professionnelle inattendue. Après plusieurs semaines de négociations, la société accepta un arrangement sans précédent. Fléonore dirigerait une nouvelle branche dédiée à la finance éthique et au développement durable, travaillant principalement à distance, avec une présence physique à Paris limitée à 3 jours par mois. Ainsi, pendant que son père continuait sa lente mais régulière rééducation, Fléonore établit son bureau dans l'ancienne salle à manger familiale. Les graphiques financiers côtoyaient les horaires des séances de kinésithérapie. Les conférences téléphoniques s'intercalaient entre les visites de Gérard, devenues de plus en plus personnelles.
Ce compromis professionnel inattendu survint alors que l'été approchait. Fléonore établit un arrangement de travail à distance avec son entreprise, se surprenant elle-même par ce compromis. Elle transforma le bureau familial et commença à équilibrer les soins à son père avec des projets de conseil sélectifs. Les visites fréquentes de Gérard évoluèrent en dîners et promenades le long de la côte, réveillant des sentiments que Fléonore avait réprimés pendant des décennies. Un matin de juin, alors qu'elle expliquait par visioconférence les principes d'investissement éthique à des clients suédois, la sonnette retentit. Excusant son interruption, elle alla ouvrir pour découvrir une femme élégante d'une 60aine d'années, au regard étrangement familier. « Bonjour, Fléonore, » dit l'inconnu d'une voix timide. « Je suis Martine Leblanc. Vous ne me connaissez pas, mais j'étais une amie proche de votre mère. » Martine expliqua qu'elle avait vu un article sur eux dans le journal local. L'histoire de Paul et de sa fille revenus pour s'occuper de lui avait ému la communauté, et un journaliste avait écrit un reportage sur leur miracle de dévouement, comme il l'avait appelé. Cette visite inattendue s'avéra être une mine d'informations précieuses. Martine avait connu Élise à l'école normale avant son mariage avec Paul. Elle apporta des photos jaunies, des anecdotes, des souvenirs qui humanisèrent cette femme que Fléonore n'avait jamais vraiment connue. Elle était brillante, raconta Martine en feuilletant un vieil album, première de notre promotion. Elle rêvait d'enseigner la littérature à l'université, et puis elle est tombée amoureuse de ton père, si passionné, si idéaliste avec son piano et ses théories sur l'éducation musicale. Ces fragments du passé, ces éclats de vie partagés autour d'un thé dans le jardin pendant que Paul faisait sa sieste, constituaient un cadeau inestimable pour Fléonore. Sa mère prenait enfin forme dans son esprit, non plus comme une absence douloureuse, mais comme une femme réelle, complexe, qui avait aimé, souffert et finalement perdu pied face à une maladie mentale incomprise à son époque. « Elle aurait été fière de toi, » dit Martine en partant, serrant les mains de Fléonore entre les siennes, « de la femme que tu es devenue, des choix que tu fais maintenant. » Ces mots résonnèrent longtemps après son départ. La fierté maternelle, quelque chose que Fléonore avait cru à jamais, hors de sa portée. Cette simple possibilité agissait comme un baume sur une blessure si ancienne qu'elle en était devenue une partie d'elle-même. L'été s'écoula dans une routine à la fois exigeante et apaisante. Les progrès de Paul étaient lents, mais constants. Il parvenait maintenant à former des phrases courtes, à tenir debout avec une canne, à jouer quelques notes simples au piano. Chaque petite victoire était célébrée comme un triomphe majeur. La première fois qu'il réussit à monter les 3 marches du perron sans aide, Fléonore et Gérard débouchèrent une bouteille de champagne. Quand il joua de nouveau « Au clair de la lune », mélodie simple qu'il lui avait enseignée enfant, ils invitèrent tout le voisinage pour un mini-récital dans le jardin. Ces moments de joie pure étaient entrecoupés de difficultés persistantes. Certains jours, Paul était frustré par ses limitations, abattu par la lenteur de ses progrès. D'autres, la fatigue de Fléonore, tiraillé entre ses responsabilités professionnelles et les soins constants, se faisait cruellement sentir. Mais dans l'ensemble, une transformation profonde s'opérait, non seulement dans la santé de Paul, mais dans la dynamique familiale, dans l'âme même de cette maison, normande qui reprenait vie jour après jour. La relation entre Fléonore et Gérard évoluait, elle aussi. Ce qui avait commencé comme un rapport médecin-famille s'était transformé en amitié, puis en quelque chose de plus profond, non verbalisé, mais palpable dans chaque regard, chaque frôlement accidentel, chaque conversation se prolongeant, tard dans la nuit. Un soir d'août, alors qu'ils étaient assis sur la terrasse après le dîner, Paul les observa avec un sourire malicieux. Avec son élocution améliorée mais encore laborieuse, il demanda « Quand vous déciderez d'être heureux ensemble ?» Cette question directe, posée avec l'innocence brutale que confère parfois la maladie, fit l'effet d'une bombe. Fléonore rougit comme une adolescente. Gérard renversa presque son verre de cidre. « Papa !» protesta Fléonore, mortifiée. Mais Paul insista avec la détermination tranquille qui le caractérisait. « La vie est trop courte. Je le sais, maintenant. » Cette intervention paternelle, loin d'être embarrassante, agit comme un catalyseur. Cette nuit-là, après avoir accompagné Gérard à sa voiture, Fléonore céda enfin à ce qu'elle ressentait depuis des semaines.
Leur premier baiser sous les étoiles normandes, c'est là une promesse tacite d'explorer ensemble ce chemin inattendu. Cette évolution sentimentale coïncida avec une proposition professionnelle surprenante. La maison mère parisienne de Fléonore, impressionnée par les résultats de son travail à distance, proposa d'ouvrir une antenne régionale en Normandie, avec elle, comme directrice, un poste créé spécifiquement pour retenir son talent tout en lui permettant de rester dans sa ville natale. « C'est sans précédent », expliqua son nouveau supérieur lors d'une visioconférence. « Mais vos performances ces derniers mois ont prouvé que la proximité géographique n'est pas un prérequis à l'excellence. Et franchement, votre approche de la finance durable a attiré une clientèle que nous n'aurions jamais touchée autrement. » Cette opportunité tombait à point nommé. L'automne approchait, et avec lui la question de l'avenir. Resterait-elle définitivement à Saint-Martin? Retournerait-elle à Paris? Comment concilier sa carrière ressuscitée avec les besoins de son père et cette relation naissante avec Gérard? La réponse semblait maintenant évidente. Créer ici, dans ce village qui l'avait accueilli à nouveau, une nouvelle vie intégrant harmonieusement tous ces aspects d'elle-même qu'elle avait cru incompatibles. Avez-vous déjà vécu ou connaissez-vous quelqu'un qui a vécu un retour aux sources similaires, abandonnant une carrière prestigieuse pour des valeurs plus essentielles? Partagez votre expérience dans les commentaires. L'automne arriva, parant les pommiers normands de teintes dorées et rouges. La saison du cidre battait son plein, et pour la première fois depuis l'enfance, Fléonore participa à la fête des récoltes du village. Elle y accompagna son père, maintenant capable de marcher sur de courtes distances avec sa canne et l'appui discret de sa fille. Leur apparition ensemble suscita une vague d'émotion parmi les villageois. Beaucoup se souvenaient de Paul, le professeur de musique, toujours prêt à organiser un petit concert pour les événements communautaires. Voir sa résurrection progressive, aux côtés de cette fille jadis partie pour la capitale, et maintenant revenue, avait quelque chose de profondément satisfaisant dans la circularité de cette histoire. C'est comme dans les vieux contes, commenta Madame Dupont, servant à Fléonore un verre de cidre nouveau. On part, on vit des aventures, et on revient transformé, mais finalement à sa place. Cette observation simple mais pénétrante fit réfléchir Fléonore. Était-ce vraiment aussi simple? Était-elle revenue à sa place? Ou avait-elle créé quelque chose de nouveau, un mode de vie hybride qui n'existait pas avant, ni dans sa carrière parisienne effrénée, ni dans la simplicité villageoise qu'elle avait fui? Pendant qu'elle méditait sur ces questions, une scène inattendue se déroulait près du kiosque à musique. Son père, soutenu par Gérard, s'installait devant le vieux piano communal. Un silence expectatif tomba sur la foule. Puis, lentement mais avec une précision surprenante, Paul commença à jouer. C'était une mélodie simple, la valse d'Amélie, ce film qu'ils avaient vu ensemble des dizaines de fois quand elle était adolescente. Ses doigts, raidis par la maladie mais guidés par des décennies de pratique, trouvaient les notes avec une détermination touchante. Quelques erreurs ponctuaient sa performance, mais la beauté émouvante de l'effort transcendait ses imperfections. Fléonore sentit les larmes couler librement sur son visage. Cette musique, ce moment, contenait tout, le passé, le présent, les pertes, les retrouvailles, les sacrifices et les renaissances. Quand son père termina son morceau, l'ovation fut instantanée et assourdissante. Il leva sa main valide, en un salut modeste, puis pointa du doigt Fléonore dans la foule. « Pour ma fille », articula-t-il clairement, « qui m'a sauvé. » Ce moment public de reconnaissance mutuelle marqua un tournant. Le journal local, présent pour couvrir la fête, en fit sa une. Renaissance musicale. Le professeur et sa fille réinventent l'harmonie familiale. L'article, accompagné d'une photo de Paul et Fléonore devant le piano, racontait leur parcours avec une sensibilité qui toucha bien au-delà des frontières du village. C'est ainsi que, par un matin brumeux d'octobre, Fléonore reçut un email inattendu d'une certaine Élisabeth Beaumont. « J'ai vu l'article sur vous et mon frère Paul », écrivait-elle. « Après toutes ces années de silence, serait-il possible de renouer contact ?» Fléonore n'avait jamais su qu'elle avait une tante paternelle. Encore une pièce manquante du puzzle familial qui refaisait surface. Après consultation avec son père, qui accueillit la nouvelle avec une émotion silencieuse, elle invita Élisabeth pour le week-end suivant. L'arrivée de cette femme élégante d'une 60aine d'années, si semblable à Paul dans ses expressions et sa façon de parler,
ajouta une nouvelle dimension à leur histoire. Élisabeth expliqua la brouille ancienne entre elle et son frère, un désaccord sur la façon de gérer la dépression d'Élise, la mère de Fléonore. Elle avait insisté pour une hospitalisation que Paul refusait, craignant la stigmatisation. Cette dispute avait créé une rupture jamais vraiment réparée. Nous étions tous deux motivés par l'amour, expliqua Élisabeth, assise dans le salon familial, fixant son frère avec un mélange de regret et d'affection. Mais l'amour ne suffit pas toujours. Il faut aussi de la compréhension, de l'humilité. Paul, dont l'élocution s'améliorait progressivement, répondit simplement « Nous étions jeunes et fiers ». Cette réconciliation tardive entre frères et sœurs constitua un autre miracle silencieux dans cette année de transformation. Pour Fléonore, observer ces liens familiaux renaître après des décennies de silence imposé était une leçon puissante sur la résilience des relations humaines et la possibilité de guérison, même après les blessures les plus profondes. L'hiver approchait, apportant avec lui le premier anniversaire de l'AVC de Paul. Cette date, qui aurait pu être sombre, fut transformée en célébration des progrès accomplis. Gérard organisa une petite cérémonie à l'hôpital local, présentant le cas remarquable de récupération de Paul comme un exemple d'espoir pour d'autres patients. À cette occasion, Fléonore annonça officiellement la création d'une fondation, financée par une partie de ses bonus financiers, pour améliorer les soins de rééducation dans les zones rurales. Le cabanon du jardin, désormais pleinement transformé en espace thérapeutique, servirait de projet pilote. Nous voulons démontrer qu'avec les bonnes ressources et le bon soutien communautaire, la convalescence peut se faire efficacement, à domicile, même dans les régions éloignées des grands centres médicaux, expliqua-t-elle aux journalistes présents. Cette initiative reçut un soutien enthousiaste, non seulement local, mais régional. La préfecture de Normandie promit des subventions complémentaires. Des étudiants en kinésithérapie de Caen proposèrent d'effectuer des stages dans ce centre pilote. Au milieu de ce tourbillon d'activités professionnelles et philanthropiques, un changement plus personnel se préparait. Un soir de décembre, après avoir aidé son père à se coucher, Fléonore rejoignit Gérard dans le salon où il l'attendait devant la cheminée crépitante. « J'ai quelque chose à te demander », dit-il, inhabituellement nerveux, jouant avec un petit objet dans sa poche. Avant qu'il ne puisse continuer, Fléonore posa un doigt sur ses lèvres. « Attends, moi aussi j'ai quelque chose à te dire. » Elle prit une profonde inspiration. « Tu te souviens de ma théorie selon laquelle le succès et les relations personnelles profondes étaient incompatibles. J'ai passé ma vie à y croire, à choisir systématiquement le premier au détriment des secondes. » Gérard acquiesça, attentif. « Je réalise maintenant que cette théorie était complètement fausse. Le vrai succès inclut les connexions humaines. Il se mesure à l'impact que nous avons sur la vie des autres, pas aux chiffres sur un compte. En banque. » Elle prit ses mains dans les siennes. « Ce que j'essaye de dire, c'est que je n'ai plus peur. De l'intimité, de la vulnérabilité, de l'interdépendance. J'ai passé tellement d'années à fuir ce que je croyais être des faiblesses, pour découvrir finalement quelles sont en réalité nos plus grandes forces. » Gérard sourit, visiblement ému. « C'est exactement ce que j'aime chez toi. Cette capacité à évoluer, à remettre en question tes certitudes, à trouver le courage de changer de direction quand c'est nécessaire. » Il sortit enfin l'objet de sa poche. Non pas une bague comme Fléonore s'y attendait à moitié, mais une clé. « Ma maison est trop grande pour moi seul, » dit-il simplement. « Et j'ai pensé qu'elle pourrait être parfaite pour nous trois. Plus accessible pour ton père, plus proche de l'hôpital, avec un jardin encore plus grand pour développer votre projet. » Cette proposition, plus pragmatique qu'une demande en mariage conventionnel, mais infiniment plus significative dans leur contexte, toucha Fléonore en plein cœur. C'était une invitation à créer ensemble un foyer, à fusionner leur vie non pas dans un geste romantique grandiloquent, mais dans une démarche réfléchie de construction commune. « Est-ce que tu me demandes de vivre avec toi ?» demanda-t-elle, un sourire jouant sur ses lèvres. « Avec toi et ton père, précisa-t-il. Une famille recomposée à notre façon. » Que réserve l'avenir pour Fléonore, Paul et Gérard? Comment? Cette relation naissante influencera-t-elle la guérison du père et l'évolution personnelle de la fille? La suite nous le dira. L'hiver normand s'installait, avec ses brumes matinales et ses soirées précoces. La maison de Gérard, une ancienne demeure de maître en bordure du village, se révéla effectivement idéale pour leur situation. Spacieuse,
de plain-pied, entourée d'un jardin clos, elle offrait à la fois l'intimité nécessaire et la proximité des commodités. Le déménagement se fit progressivement, pièce par pièce, objet par objet. Paul participait activement aux décisions, retrouvant une autorité et une voix dans ses choix domestiques. Chaque meuble transporté, chaque tableau, accroché au nouveau mur, représentait non pas une rupture avec le passé, mais sa réinterprétation dans un contexte élargi. La bibliothèque de Paul trouvait sa place près de celle de Gérard, créant un mur de connaissances partagées. Le piano, soigneusement démonté et remonté par un spécialiste, occupait désormais une place d'honneur dans le salon lumineux. Les livres de finances de Fléonore cohabitaient avec les ouvrages médicaux et les romans policiers que Gérard dévorait lors de ses rares moments de détente. Cette fusion matérielle reflétait la fusion humaine en cours. 3 vies distinctes s'entrelaçant pour former un nouveau motif, complexe mais harmonieux. Le réveillon de Noël marqua officiellement leur première célébration dans cette configuration familiale inédite. Élisabeth, la tante récemment retrouvée, était présente, ainsi que Sophie, la sœur de la défunte mère de Fléonore. Quelques amis proches du village complétaient ce cercle intime. Autour de la table, festive, Paul prit la parole. Sa diction, bien qu'encore lente et parfois hésitante, s'était considérablement améliorée. « Je veux porter un toast, dit-il, levant son verre avec sa main désormais plus assurée. À cette année qui a commencé dans la douleur, qui finit dans la joie. » Tous levèrent leurs verres, touchés par la simplicité et la vérité de ces mots. « Et je veux remercier ma fille, continua-t-il, les yeux brillants d'émotion contenue, qui m'a donné plus que des soins. Elle m'a rendu ma dignité. » Fléonore, submergée par l'émotion, ne put retenir ses larmes. Les mots de son père touchaient une vérité profonde. Au-delà des soins physiques, c'était bien un échange plus essentiel qui s'était produit entre eux. En venant l'aider, elle avait pensé lui rendre sa santé, mais c'était lui qui lui avait rendu quelque chose de bien plus précieux, son humanité, sa capacité à se connecter, à aimer sans condition ni calcul. « Et je veux aussi remercier Gérard, poursuivit Paul avec un sourire malicieux, pour aimer ma fille, comme elle mérite d'être aimée. » Un murmure d'approbation parcourut la table, tandis que Gérard, habituellement si posé, rougissait, comme un adolescent. Fléonore serra sa main sous la table, reconnaissante pour la bénédiction à peine voilée de son père. Le repas se poursuivit dans cette atmosphère de communion rare, où le passé douloureux était reconnu mais transcendé, où l'avenir incertain était abordé avec confiance plutôt qu'anxiété. Plus tard dans la soirée, alors que les invités étaient repartis et que Paul s'était retiré pour se reposer, Fléonore et Gérard restèrent assis devant la cheminée, contemplant les flammes dansantes. « Tu sais ce qui est étrange, » dit Fléonore, blottie contre l'épaule de Gérard. « Il y a 1 an, j'aurais considéré cette année comme un désastre complet. J'ai perdu mon poste à Paris, ma réputation dans le milieu financier a été écornée. Mon père est gravement malade. J'ai découvert des secrets familiaux bouleversants. » Elle fit une pause, mesurant pleinement le chemin parcouru. « Et pourtant, c'est la meilleure année de ma vie, la plus authentique, la plus significative. » Gérard déposa un baiser sur son front. « C'est souvent dans les moments de crise que nous redécouvrons ce qui compte vraiment. Comme médecin, je vois cela quotidiennement. Des gens qui réévaluent tout face à la maladie, qui trouvent un sens inattendu dans l'adversité. « Tu crois que ça va durer ?» demanda-t-elle, une once d'inquiétude dans la voix. Cette clarté, cette certitude sur ce qui est important. « Probablement pas avec la même intensité, » répondit-il honnêtement. « La vie quotidienne a tendance à éroder les grandes révélations, mais je pense que certaines transformations sont irréversibles. Tu ne pourras jamais revenir à celle que tu étais avant. » Cette conversation reflétait une préoccupation réelle de Fléonore. Le monde qu'elle avait quitté, celui des transactions à haute pression, des enjeux financiers colossaux, exerçait encore une certaine fascination. Parfois, lors d'un appel professionnel particulièrement stimulant, elle sentait l'adrénaline de sa vie d'avant circuler dans ses veines, la vieille ambition se réveiller. Ces moments de doute, ces tiraillements entre ses anciennes et nouvelles valeurs, constituaient peut-être le défi le plus subtil de sa transformation. Non pas un choix dramatique et définitif, mais une série de petites décisions quotidiennes,
un réalignement constant de sa boussole intérieure. L'hiver céda progressivement la place au printemps. La Fondation pour la rééducation en milieu rural prenait forme, attirant l'attention des médias régionaux puis nationaux. Ce qui avait commencé comme une initiative personnelle devenait un modèle potentiel pour d'autres communautés rurales, confrontées au même manque de services spécialisés. Un matin d'avril, alors que Fléonore travaillait sur un dossier de financement pour la Fondation, elle reçut un appel inattendu de Thomas, son ancien adjoint parisien. « Fléonore, j'espère que je ne te dérange pas, j'ai une proposition, un peu folle à te faire. » Intriguée, elle l'encouragea à poursuivre. « Voilà, j'en ai assez de Paris, du stress, de cette course sans fin. Ce que tu as fait, partir, reconstruire quelque chose de différent, ça m'a fait réfléchir. J'ai grandi dans un village du Périgord, tu sais. Et récemment, j'ai appris que la banque locale cherchait quelqu'un pour développer ses services aux PME régionales. » Thomas, son protégé, l'appelait pour lui annoncer qu'il suivait ses traces, quittant la prestigieuse finance parisienne pour un poste moins rémunérateur, mais potentiellement plus enrichissant en province. « Tu crois que je suis fou ?» demanda-t-il, une pointe d'inquiétude dans la voix. Fléonore sourit, touchée par ce retournement inattendu. « Je crois que tu es plus sage que je ne l'étais. Il m'a fallu une tragédie pour voir ce que tu as compris. Par toi-même. » Cette conversation fit réfléchir Fléonore à l'impact indirect de ses choix. Sans le savoir, en suivant son propre chemin de transformation, elle avait ouvert une porte que d'autres pouvaient emprunter. Son exemple créait des possibilités que d'autres, comme Thomas, n'avaient peut-être pas envisagées auparavant. Ce sentiment d'influence positive s'amplifia lorsque la maison régionale de la radio l'invita à participer à une émission sur les nouveaux équilibres entre vie professionnelle et personnelle. Initialement réticente à s'exposer ainsi, elle accepta finalement, pensant que son témoignage pourrait aider d'autres personnes confrontées à des dilemmes similaires. « Je ne prétends pas avoir trouvé une formule magique, » expliqua-t-elle à l'antenne. « Chaque situation est unique, mais je sais maintenant qu'il est possible de redéfinir le succès en des termes plus larges que le simple avancement professionnel. » Ces nouvelles définitions du succès prenaient forme concrète dans la vie quotidienne de Fléonore. Le bureau régional qu'elle dirigeait maintenant, bien que modeste comparé à son département parisien, générait des résultats impressionnants, prouvant qu'excellence et équilibre personnel n'étaient pas mutuellement exclusifs. Plus significativement encore, son père continuait à progresser au-delà des attentes médicales. Un an après son AVC, Paul pouvait maintenant marcher avec une simple canne sur des distances courtes, s'exprimer en phrases complètes malgré une certaine lenteur et surtout jouer du piano pendant de courtes périodes. Ce dernier élément constituait une victoire particulièrement émouvante. La musique avait été l'essence même de la vie de Paul, sa vocation, sa passion. La retrouver, même partiellement, représentait une forme de résurrection spirituelle autant que physique. Un jour de mai, alors que Fléonore rentrait d'une réunion professionnelle, elle fut surprise d'entendre une mélodie inconnue s'échapper du salon. En s'approchant silencieusement, elle découvrit son père au piano, jouant avec concentration, son corps entier engagé dans l'effort musical. Gérard se tenait discrètement dans un coin, l'observant avec un mélange de respect professionnel et d'affection personnelle. Ce n'était pas un morceau du répertoire classique que Paul enseignait autrefois. C'était une composition originale, simple mais profondément émouvante, qui semblait raconter leur histoire commune, la douleur, la persévérance, la guérison, la redécouverte. Quand il termina, Fléonore applaudit doucement, révélant sa présence. Son père se tourna, un sourire illuminant son visage. « Je l'ai intitulé « Renaissance », dit-il, montrant une partition manuscrite couverte de notations soigneuses. « Pour toi, pour nous. » Ce cadeau, cette capacité retrouvée, à créer de la beauté au milieu des limitations persistantes, symbolisait parfaitement leur parcours. La vie ne serait jamais comme avant, ni pour Paul avec ses séquelles permanentes, ni pour Fléonore avec sa conception transformée du succès et du bonheur. Mais cette nouvelle réalité, loin d'être une version diminuée de l'ancienne, possédait sa propre plénitude, sa propre richesse. Le morceau Renaissance devint la pièce maîtresse d'un petit concert organisé au bénéfice de la Fondation de rééducation. Dans la salle communale du village, remplie au-delà de sa capacité, Paul joua sa composition assisté par deux anciens élèves,
devenu musicien professionnel. L'émotion était palpable dans l'assemblée, tant pour la beauté de la musique que pour le symbolisme de ce professeur réapprenant à jouer, entouré de ceux qui l'avaient formé. Cet événement marqua un tournant important, la transformation d'une histoire personnelle en un mouvement plus large. Le concept de rééducation communautaire, né de la nécessité face à la maladie de Paul, devenait un modèle reproductible, que d'autres villages commençaient à étudier. L'été arriva, apportant avec lui une série de changements importants. La Fondation obtint une reconnaissance officielle et des financements substantiels du ministère de la Santé. Le cabanon du jardin de la maison familiale, où tout avait commencé, fut officiellement transformé en centre pilote, employant désormais 2 kinésithérapeutes à temps partiel. Sur le plan personnel, la relation entre Fléonore et Gérard s'épanouissait dans une complicité quotidienne, faite de respect mutuel et d'admiration réciproque. Ils parlaient occasionnellement de mariage, non comme une nécessité sociale ou une étape obligée, mais comme une possible célébration de ce qu'ils avaient construit ensemble. « Quand le moment sera juste, disait Gérard, nous le saurons. » Cette absence de précipitation, cette confiance dans le processus naturel de leur relation, contrastait fortement avec l'impatience chronique qui avait caractérisé la vie professionnelle antérieure de Fléonore. Elle qui avait toujours vécu dans l'urgence, dans l'anticipation constante, apprenait maintenant à habiter pleinement le présent. C'est dans cet état d'esprit apaisé qu'elle reçut, par un matin de juillet, un email qui aurait autrefois déclenché chez elle une tempête émotionnelle. Une grande banque internationale proposait de racheter le département de finances durables qu'elle avait créé, pour une somme astronomique qui aurait assuré son avenir financier pour toujours. La proposition était tentante, non seulement pour l'aspect pécuniaire, mais aussi pour la validation professionnelle qu'elle représentait. Son intuition, son pari sur la finance éthique s'avérait visionnaire. Le marché lui donnait raison. Pourtant, au lieu de répondre immédiatement ou de se précipiter en réunion, Fléonore prit le temps d'une longue promenade sur la plage, laissant la décision mûrir en elle. Cette offre, réalisée maintenant, aurait-elle le même impact sur sa vie que si elle était survenue 1 an plus tôt? Que valait vraiment cette fortune potentielle comparée à l'équilibre qu'elle avait trouvé? Que se passe-t-il quand on atteint ses objectifs, mais que l'on découvre qu'ils ne sont plus aussi importants qu'on le croyait? De retour à la maison, elle trouva son père dans le jardin, aidant Gérard à tailler les rosiers. Cette scène, domestique simple, ces 2 hommes qu'elle aimait, travaillant ensemble sous le soleil normand, contenait une réponse que tous les mémos stratégiques du monde n'auraient pu lui fournir. Elle décida finalement d'accepter l'offre, mais avec des conditions non négociables. L'équipe qu'elle avait constituée resterait intacte, l'antenne normande serait maintenue et même développée, et une partie significative des bénéfices serait allouée à des projets communautaires similaires à leur fondation. Cette négociation, où l'argent n'était qu'un aspect parmi d'autres, reflétait sa nouvelle hiérarchie de valeurs. Le succès financier n'était plus une fin en soi, mais un moyen d'amplifier l'impact positif qu'elle souhaitait avoir sur le monde. L'automne approchait à nouveau, bouclant le cycle d'une année transformatrice. Pour marquer cet anniversaire particulier, Fléonore organisa une célébration intime, réunissant les personnes qui avaient joué un rôle clé dans leur parcours, l'équipe médicale, les voisins aidants, la famille récemment reconnectée. Dans le jardin illuminé de lanternes, sous un chapiteau protégeant des premières fraîcheurs automnales, elle leva son verre pour un toast. « Il y a 1 an, j'étais persuadée que ma vie était détruite, » commença-t-elle, son regard englobant l'assemblée avant de se poser tendrement sur son père. « J'avais tout calculé, tout planifié, et soudain, l'imprévisible est arrivé. » Elle fit une pause, cherchant les mots justes pour exprimer la profondeur de sa transformation. Ce que je ne savais pas alors, c'est que parfois, c'est quand tout s'écroule que l'on peut enfin voir ce qui se cachait derrière les murs. Paul, assis à la place d'honneur, hocha la tête avec approbation. Sa posture était plus droite maintenant, son regard plus vif, même si son corps portait encore les marques indélébiles de son accident vasculaire. « Ma plus grande peur, » continua Fléonore, « était de devenir un fardeau pour ma fille, » articula-t-il avec une émotion contenue. « Et ma plus grande joie a été de découvrir que prendre soin de moi l'a aidée à se retrouver elle-même. » Des murmures d'approbation parcoururent l'assemblée, tandis que Fléonore, les larmes aux yeux, se penchait pour embrasser son père.
Tu ne m'as pas seulement donné la vie, murmura-t-elle. Tu m'as appris à la vivre pleinement. Cette scène, émouvante, capture l'essence même de leur parcours. Comment la vulnérabilité, si longtemps redoutée par Fléonore, s'était révélée être non pas une faiblesse à combattre, mais une porte vers une connexion humaine authentique. La résolution de cette histoire se dessina naturellement au cours des semaines suivantes. Fléonore convertit une partie de leur maison rénovée en espace de travail à distance où elle équilibrait une carrière redéfinie avec les soins familiaux. La petite salle de thérapie du cabanon s'agrandit pour devenir une initiative communautaire de santé pour les seniors ruraux. Sa relation renouvelée avec Gérard s'épanouit en un partenariat basé sur le respect mutuel et des valeurs partagées. Dans la scène finale, 1 an et demi après son AVC, Paul accompagna sa fille à l'hôtel lors de son mariage avec Gérard, lentement, avec une canne, mais de façon indépendante, un triomphe de patience et de rééducation. Ces mots murmurés capturèrent l'essence du voyage. Tu ne m'as pas seulement rendu ma vie, tu as trouvé la tienne dans ce processus. Le parcours d'1 an avait transformé Fléonore, passant d'une femme qui mesurait sa valeur en bonus et promotion à une personne qui reconnaissait que le véritable succès inclut la compassion, la communauté et la connexion. Sa façon de remercier son père ne résidait pas seulement dans les soins physiques, mais dans l'adoption des valeurs qu'il avait essayé d'inculquer depuis toujours, que l'amour, et non la réussite, définit une vie bien vécue. Félicitations. Tape 9 dans les commentaires pour me montrer que tu es resté jusqu'à la fin avec moi. Merci d'avoir regardé, et à demain pour une nouvelle histoire sur cette même chaîne.